suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Mes salutations à vous, chers internautes, toujours Ecclesias Koulanfouka, cette fois-là dans une autre facette d'un dossier brûlant. Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Nous parlons de la problématique de création de fonds de garantie des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Vous allez constater avec moi la présence de Monsieur Ilunga Luba-Chigila. Il est coordonnateur national de l'ASBEL Congo Espoir. Il est professeur assistant des universités, économiste de formation et expert en financement des petites et moyennes entreprises. Bonsoir Monsieur Guilin. Bonsoir Monsieur le journaliste. Voilà, sans plus tarder, nous allons devoir commencer cette émission, Monsieur Guilin. Nous parlons de la problématique de création de fonds de garantie des PME en RDC. Alors, voyons l'historique et l'expérience congolaise des petites et moyennes entreprises. Pouvez-vous brosser brièvement l'historique de l'avènement des PME en RDC? Bon, merci pour la question. Il est plus simple de comprendre l'émergence de petites et moyennes entreprises en RDC. Mais ce qu'il faudra peut-être comprendre, la création de PME en RDC, c'est dans un contexte plus particulier de crise. Les PME sont créés pour répondre à une situation de crise, sans toutefois oublier les événements qui ont détruit les tissus économiques de la RDC. La zanisation et les pillages de 1991-92 qui ont permis que les tissus économiques puissent se détruire, ce qui fait que la population s'est mise à créer des activités génératrices de revenus qui ont abouti aujourd'hui à ce que vous appelez le petite et moyenne entreprise. Mais le contexte est plus difficile. Pourquoi? Ces PME n'ont pas été le promoteur de petites et moyennes entreprises, sont des personnes entreprenantes mais non formées. Ce qui fait qu'ils sont parvenus à mettre en place des structures, mais avec un minimum de formation. Ça fait que lorsqu'il y a un événement, ils tombent facilement en faillite. Vous allez constater avec vous presque chaque jour, quand vous passez dans des magasins, des petites boutiques et autres, quelqu'un se décide aujourd'hui de créer une pharmacie. Demain matin, 3-4 mois après, il tombe en faillite, c'est l'autre qui vient créer une boutique. 4 mois après, l'autre tombe en faillite, c'est l'autre qui vient créer une terrasse. Ce qui fait qu'il y a un problème sérieux de formation. Ce problème de formation a handicapé et a fait à ce que les petites et moyennes entreprises qui ont émergé, ils sont parvenus à une certaine durée de disparaître, soit à la concurrence. Vous avez une expérience plus simple que vous pouvez assister au marché, au grand marché. À l'époque, au grand marché, c'était des entrepreneurs congolais qui géraient ces grands marchés. Mais si vous y allez aujourd'hui, vous trouvez que des expatriés. Pourquoi? Les Congolais n'ont pas résisté à la concurrence. Dès qu'il y a un événement, l'ouverture du marché aux étrangers, du fait qu'ils n'ont pas une formation suffisante pour résister à la concurrence, et ce qui fait qu'ils ont fermé des portes. Aujourd'hui, le grand marché est laissé aux étrangers. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de l'avènement des institutions de microfinance qui ont trouvé une classe d'entrepreneurs peu formés, mais leur octroyant des crédits sans comprendre l'essence même de l'aspect crédit. On donne les crédits à un taux d'intérêt parfois élevé et l'entrepreneur qui n'a pas une formation suffisante pour déterminer les montants de crédit dont il a besoin. Lorsqu'un agent de crédit se présente auprès d'un entrepreneur pour solliciter un crédit, et l'entrepreneur accepte facilement ce que l'agent de crédit propose comme montant, sans oublier les conséquences des crédits bancaires. Vous êtes sans ignorer que le crédit bancaire est assimilable à une cure de la malaria. Lorsqu'il n'est pas bien adapté,
au contexte ou bien à l'activité de l'entreprise, soit ça a des conséquences néfastes sur l'activité de l'entreprise. Vous trouverez au grand marché, même dans presque partout à Kinshasa, où on fait croire que le crédit ou bien l'argent de la banque, c'est de l'argent d'occulte. Pourquoi? Parce que les gens, en sollicitant les crédits, ils n'ont pas compris, ils n'ont ni analysé leur rentabilité, ni analyser leurs activités, ni analyser leurs demandes. Est-ce que c'est important de solliciter un crédit ou pas? Et que les gens prennent soit un montant très élevé par rapport à ce que l'activité demande, soit ils sollicitent un montant moins élevé par rapport aux exigences de l'activité. Ce qui fait que vous trouverez un tableau sombre d'activité où des milliers de PME ont fermé leurs portes, soit ils n'ont pas résisté à la concurrence, soit ils ont sollicité les crédits qui n'ont pas pu rembourser. Voilà au moins de manière générale l'environnement dans lequel se trouve le PME congolaise aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Alors, y a-t-il des mesures qui ont déjà été prises, que ce soit en matière publique ou privée, pour l'encadrement des PME? Oui, il y a eu plusieurs de mesures au niveau du pouvoir public. L'État a mis même la raison d'être de la création de l'OPEC, qui constitue un fonds de garantie, parce qu'on avait trouvé que les banques n'octroyaient pas de crédit aux petites et moyennes entreprises suite à un problème de garantie. Parce que quand vous sollicitez un crédit, après l'analyse, on va demander l'hypothèque. L'hypothèque, ça peut être une maison, ça peut être un bien de valeur. Ce qui fait que les petites et moyennes entreprises en RDC, qui manquaient ces hypothèques pour avoir des crédits auprès des institutions financières, l'État a pu réfléchir à mettre en place les fonds de garantie, ce qu'on appelle l'OPEC, qui avait pour objectif de garantir tous les financements des petites et moyennes entreprises. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'OPEC n'a pas fait sa mission. Vous trouverez qu'ils sont restés dans des activités, parfois des formations, des patentes, mais des formations réelles, ou bien les missions auxquelles l'OPEC a été créé. Ça n'existe plus. Il existe des initiatives privées comme l'OPEC. L'OPEC, créé avec l'appui de partenaires. Il y a la Foleco qui était focalisée dans le domaine d'agriculture. Mais aujourd'hui, après le départ des partenaires, ces structures ne fonctionnent pas correctement pour accompagner des petites et moyennes entreprises. Il existe même la raison d'être de la création aussi du FPI, les fonds de promotion de l'industrie. C'était aussi de soutenir l'industrie locale. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé au FPI, où il y a les listes de politiciens avec des crédits, ce qui n'a pas permis aux petites et moyennes industries d'émerger. Ce qui fait, c'est peut-être que les hommes politiques qui s'en constituent, ils prennent de l'argent. Parfois, ce n'est pas des projets rentables ou bien les projets bancables pour exprimer. Des initiatives vont exister. La création de l'OPEC, la SOFIDE, la COPEMECO, le CADISEC, c'est une structure privée qui accompagne le PME, mais cela ne suffit pas avec les nombres de petites et moyennes entreprises. Et puis, ces structures parfois évoluent avec des moyens privés, ce qui n'a pas permis à ces structures de jouer un rôle important dans l'encadrement des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi on aboutit à un tableau sombre dans l'émergence des PME en RDC. Merci beaucoup, Monsieur Guillain Loubachi. Alors, à ce jour, quel est le bilan que vous pouvez présenter par rapport à cette expérience congolaise? Oui, et comme je vous disais tout à l'heure, le bilan est encore sombre dans l'encadrement de PME. Il y a un problème au niveau d'abord de PME. Comme je vous disais tout à l'heure, les PME congolaises ou les promoteurs de PME sont des personnes entreprenantes mais peu formées. Ce qui fait que vous trouverez dans leur gestion, il y a une gestion opaque. Ils ne tiennent pas ni la comptabilité, leur permettant à présenter un tableau de gestion correcte ou bien des méthodes de gestion correctes. C'est une gestion opaque où l'entrepreneur souvent confond
lui comme personne physique et l'entreprise comme personne morale. Vous trouverez quelqu'un qui il prend l'argent de l'activité pour se taper d'une voiture de luxe, où il se présente auprès d'une institution bancaire, on lui octroie un crédit de 50 000, il achète une voiture de 30 000 $. Ce qui fait que de telles personnes ne comprennent pas même la valeur de leurs activités. Et l'autre problème, les PME souvent ne cherchent pas l'expertise. Lorsque quelqu'un crée une activité, il préfère travailler avec les membres de sa famille. Il prend enfants, et oncles et autres qui gèrent l'activité. La conséquence, c'est quoi? Ces gens n'ont pas été recrutés selon la règle. Vous trouverez par ça quelqu'un qui a fait la mécanique, c'est lui qui est mis au poste de comptable. À ce qui fait que de telles structures ne marcheront pas. Au niveau des PME, il y a déjà un problème réel de gestion. En dehors de ça, il y a aussi les institutions financières qui devraient parfois accompagner par la sensibilisation en faisant comprendre aux PME l'importance d'accompagnement d'une institution bancaire, non seulement d'octroyer des crédits aveugles, mais qu'il y ait au moins un mécanisme de sensibilisation en expliquant au préalable est-ce que votre activité a besoin de crédit et si ça a besoin de crédit, de combien. C'est un tableau sombre qu'on peut décliner aujourd'hui dans l'accompagnement des PME. Il n'existe pas de structures aujourd'hui viables qui peuvent donner un encadrement sérieux des petites et moyennes entreprises pour parvenir à une émergence de la classe moyenne. Merci beaucoup, Monsieur Guilain Loubachi. Alors, après avoir vu en bref l'historique et l'expérience congolaise des PME, j'aimerais qu'on analyse ensemble la problématique du financement des PME et PMI. Alors là, au regard de ce que vous venez d'expliquer dans la première partie, quelles sont les institutions étatiques qui ont été mises en place par les différents gouvernements précédents afin d'accompagner les PME et PMI? Oui, je risque encore de me répéter, comme je vous disais tout à l'heure. L'État a mis en place des structures comprenant que les PME ne bénéficient pas de financement auprès des entreprises privées. L'État a eu à mettre en place des structures comme ce que je venais de citer tout à l'heure, la création de l'OPEC comme un fonds de garantie. Vous avez la SOFIDE qui a été créée avec l'appui de partenaires. Vous avez le FPI. Vous avez d'ailleurs tout récemment les fonds de promotion des microfinances que le gouvernement sortant avait mis en place pour accompagner des initiatives de petites et moyennes entreprises. Ce qui fait que toutes ces structures n'ont pas apporté des solutions efficaces aux problèmes des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire n'ont pas apporté des solutions qui permettent aujourd'hui que ces PME puissent émerger. Voilà au moins toutes ces structures que l'État, les pouvoirs publics avaient mis en place, mais qui ne répondent pas aujourd'hui à leur mission ou bien aux missions qui leur ont été confiées. Merci beaucoup, Monsieur Guilain. Alors, doit-on retenir un conflit entre ces structures, d'autant plus qu'ils ont les mêmes objectifs, les mêmes champs d'action et les mêmes missions? Oui, ici le plus important, ce n'est pas de créer des structures en passant des structures. C'est pas dire on a créé l'OPEC en lui confiant les mêmes missions. On crée encore une autre structure en lui confiant les mêmes missions. Il y a des conflits d'intérêts. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas. À un certain moment dans la vie, il faut s'arrêter. On a mis en place une structure qui n'a pas évolué. Vous devez faire un état des lieux, de savoir pourquoi cette structure n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas répondu aux besoins des petites et moyennes entreprises. C'est sur base de ça qu'on doit maintenant réfléchir quels sont les mécanismes qu'on peut maintenant mettre en place, un mécanisme d'encadrement. Parce qu'ici, la création des structures, on crée telle structure qui n'a pas marché, on en crée une autre,
on en crée une autre, on risquerait de créer 1000 structures qui ne répondront jamais à la problématique de financement des petites et moyennes entreprises. Et maintenant, le plus important, c'est de faire l'état des lieux. Depuis que l'OPEC a été créé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis que le FPI a été créé, qu'est-ce qui ne marche pas après la création de la SOFIDE? C'est cet état des lieux qui permettront maintenant au pouvoir public de mieux orienter la décision, soit qu'il y ait un renforcement des capacités des animateurs de ces structures, soit ce sont ces structures qui sont gérées par des hommes politiques à la place des techniciens. Voilà au moins de manière inutile de créer des structures, mais c'est maintenant d'abord de faire un état des lieux, de mieux comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont maintenant les décisions qu'il faudra prendre pour répondre aux besoins d'émergence de petites et moyennes entreprises en RDC. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Je rappelle à nos chers internautes que vous suivez Ecclésiaste Koulinfouka dans Dossier brûlant. Je suis accompagné de Monsieur Ilunga Lubachi Guillain. Il est coordonnateur national de l'ASBEL Congo Espoir, professeur assistant des universités, économiste de formation et expert en financement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes donc en train de parler de la problématique de création de fonds de garantie des petites et moyennes entreprises en RDC. Alors, pour cheminer, Monsieur Guillain, que pensez-vous de la promesse du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la mise en place d'un fonds pour la garantie des crédits pour la jeunesse? N'est-ce pas une bouée d'espoir pour cette jeunesse congolaise qui est en quête des financements pour l'avancement de leur activité? Oui, merci. En premier lieu, ce qu'il faudra comprendre, premièrement, c'est d'encourager cette initiative. C'est ce que il faudra comprendre la différence entre un homme d'État et un politicien. Les hommes politiques ont toujours des promesses, c'est-à-dire lorsqu'ils font des choses, c'est pour la promesse des élections prochaines. Et maintenant, les hommes d'État réfléchissent pour la génération future. Voilà la vision du chef qui a réfléchi sur la génération future, parce que c'est la jeunesse congolaise qui doit garantir l'avenir du pays. C'est très important. Maintenant, ici, ce qu'il faudra comprendre de cette initiative, c'est une initiative, le président comprenant la souci de la jeunesse et toute la misère qui accompagne, comme il s'est donné comme objectif de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Et maintenant, il faudra peut-être recadrer les choses, qu'il faudra peut-être donner un point de vue comme expert dans ça. Les problèmes de la jeunesse, ou bien les problèmes de la jeunesse congolaise, il y a un aspect du problème de chômage parce qu'il y a un problème de manque. C'est-à-dire nos entreprises ont une faible capacité de création d'emplois. Ça, c'est un. Et de deux, nos universités ne forment pas des créateurs d'emplois, mais ils forment les demandeurs d'emploi. Par conséquent, mettre en place un fonds de garantie pour la promotion pour les activités des jeunes devrait être accompagné primo par un centre d'encadrement purement des jeunes en entrepreneuriat, qu'on pouvait appeler peut-être une école entrepreneuriale, où tous ces jeunes devraient passer sur cette école pendant 3 mois de formation. Ils apprennent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Après leur formation, ils peuvent maintenant être orientés vers une institution qui peuvent les octroyer les crédits sur le projet qu'ils ont eu à initier durant leur parcours au centre de formation que l'État peut mettre en place. Voilà au moins une lecture qu'on peut apporter comme expert sur la situation en RDC. La création des fonds de garantie est une bonne chose, mais pour la jeunesse, préalablement, nous devons d'abord commencer par une formation. Ça veut dire un centre de formation où tous les jeunes, des métiers confondus, médecins, journalistes, économistes et juristes,
après votre parcours universitaire, même les diplômés d'État pourraient passer pour apprendre l'entrepreneuriat. Et après ces parcours, ils peuvent maintenant initier des projets. Ce sont ces projets-là qui peuvent être présentés auprès des structures de financement. Ça sera une bonne réussite sur l'initiative du chef de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Essayons de pénétrer un peu les états généraux sur les structures d'accompagnement des microcrédits publics et privés et la création de la banque d'investissement. D'abord, en guise de solution, qu'est-ce que vous préconisez aux autorités du pays? Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un schéma simple pour accompagner la vision du chef. En passant à la création de fonds de garantie. Le mieux serait de mettre en place une école entrepreneuriale, c'est-à-dire où on va former tous ces jeunes avant de bénéficier de crédits. Ils doivent être formés pendant 3 mois ou suivre une formation. Et les animateurs ou les formateurs de cette école, ce seront des personnes qui ont réussi dans leur parcours dans les business. Vous avez les exemples de M. Ledia, qui est un grand entrepreneur au pays, qui peut venir animer des séminaires où ils expliquent l'échange d'expérience de là où il vient et comment les business ont évolué. Moi, j'étais étudiant à l'époque à l'université catholique. J'ai vu Madame Biomba venir animer un séminaire de son parcours du business. Ce que ça est, ce sont ces échanges d'expériences qui vont faire en sorte que les gens vont avoir le goût de faire du business. C'est vrai, la formation du type académique qu'on a dans les universités et autres là, mais la création de cette école pourra permettre à ces jeunes qui chôment ou les jeunes qui terminent, parfois ils n'ont pas cette capacité d'imaginer à mettre en place des structures des activités génératrices de revenus, avoir cet esprit de créativité, de mettre en place des structures qui peuvent appuyer ou bien qui peuvent aboutir à la création de petites et moyennes entreprises. Comme il existe déjà une structure d'appui, l'OPEC, il suffit qu'il y ait un renforcement des capacités des experts de l'OPEC. Et ces structures ne doivent pas être animées par des hommes politiques. Il faut chercher des experts, des gens qui ont eu un parcours. Et ces gens-là pourront mettre en place toute leur expérience pour la promotion des activités de la jeunesse. Et de 3, mettre en place maintenant, comme je reviens à ma question, à ce que je venais de dire tout à l'heure, la création maintenant d'une banque d'investissement. Ça veut dire, vous avez une école entrepreneuriale. Les gens qui sortent de cette école proposent des projets. Ces projets sont envoyés à l'OPEC pour analyse. Et lorsqu'on trouve qu'il y a des projets bancables, ces projets bancables sont orientés vers la banque d'investissement qui finance ces activités des jeunes. Vous trouverez qu'on aura résolu beaucoup de problèmes et on aura moins de problèmes de création des chômeurs et qu'on aura l'émergence de la classe moyenne. Ça sera peut-être une grande solution que le président de la République pourrait apporter à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Alors, entre la liquidation et la redynamisation des structures de microcrédit et d'accompagnement des crédits étatiques, laquelle des options vous semble la meilleure? Oui, la liquidation, à ce moment, on ne peut pas demander la liquidation de structures comme l'OPEC, le pays et autres, non. Parce que la liquidation, avec toutes ses conséquences de paiement de quoi, les des pensions des sous-agents qui ont travaillé, les décomptes finaux, ce sont des moyens énormes à l'État. Ce ne sera pas une solution. La solution la plus efficace serait peut-être un renforcement des capacités et le changement des animateurs désormais dans ces structures techniques. Au lieu de nommer les gens selon les orientations politiques, mais on nomme les experts. Pourquoi pas quelqu'un qui a eu à gérer une banque privée avec toute son expérience, les mettre à la tête
d'une banque d'investissement, ou bien les gens qui ont eu à émerger dans l'encadrement de PME, la mettre à la tête de l'OPEC, ça pourrait résoudre, ça pourrait révolutionner beaucoup de choses. La liquidation n'est pas une meilleure option pour ce moment parce que ça va demander énormément de moyens à l'État de faire partie de tout ce qui ont travaillé pendant des années. L'option serait la redynamisation, c'est-à-dire qu'il y ait un renforcement des capacités et les changements des structures de gestion, le mode de gestion, et peut-être des nouveaux mandataires ou bien des nouveaux animateurs qui pouvaient mieux animer ces structures et que ces structures soient des structures techniques qui accompagnent la politique de l'État en matière de création d'emplois ou bien en matière de promotion de la classe moyenne en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la création d'une banque d'investissement. Alors, je veux savoir pourquoi envisagez-vous la création d'une banque d'investissement pendant que la nouvelle structure qui sera bientôt mise en place se propose déjà servir des garanties pour les crédits auprès des banques existantes. Très bien. Je vous disais tout à l'heure, l'OPEC a été créé comme fonds de garantie. L'État comprenant qu'il y avait un problème, que les banques privées ne voulaient pas accompagner les PME. Du fait que les PME, avec toutes le manque de garantie, c'est-à-dire les hypothèques, parce que quand vous vous présentez auprès d'une banque, vous devez présenter l'hypothèque qui va garantir l'octroi de crédit. Et ce qui fait que l'OPEC, depuis qu'il a été créé, n'a pas joué pleinement sa mission. Aujourd'hui, la mise en place d'un fonds de garantie, est-ce qu'on ne pourra pas tomber dans le même problème avec l'OPEC? Ce que peut-être un autre chemin qu'on pourrait préconiser, en dehors de ça, c'est peut-être de faire l'état des lieux avec tous les animateurs de ces structures. Prendre par exemple les experts de l'OPEC, les experts du FPI, les experts de la SOFIDE, les experts de quoi? Des fonds de promotion pour les institutions de microfinance. Il y a les animateurs, par exemple, les banques privées jouent aussi un rôle. Pourquoi pas prendre, parce que dans chaque banque, il existe un département de crédit, et de crédit aux petites et moyennes entreprises. Prendre ces gens-là, faire un état des lieux ou un forum sous le patronage du chef de l'État, essayer de faire un état des lieux sur la situation de financement des petites et moyennes entreprises. Les recommandations qui sortiront de ça, ça pourrait mieux nous orienter à éviter les erreurs du passé et à voir l'avenir en face pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on a eu à commettre après la création de l'OPEC et toutes ces structures qui ont été créées. Moi, je pense que peut-être la mise en place de l'état des lieux où on peut réfléchir, même de partenaires ailleurs. On peut appeler les expériences qui ont réussi dans les pays partenaires ou bien les pays membres qui peuvent venir échanger les expériences avec nous, voir dans quelle mesure on peut appuyer cette vision du chef de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Alors, quels sont les mécanismes de collaboration avec les anciennes structures étatiques et privées qui interviennent aussi dans ces domaines? Non, les mécanismes de collaboration, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit, on ne va pas liquider l'OPEC. C'est une structure qui a été créée comme un fonds de garantie. Le problème, c'est redynamiser l'OPEC, une mise à niveau des animateurs ou bien des experts de l'OPEC et mettre en place de quoi? C'est-à-dire des gestionnaires, non des hommes politiques, mais des techniciens qui maîtrisent les domaines, qui peuvent donner encore l'espoir à cette structure. Est-ce que la nouvelle structure qui pourra créer sera un cadre de collaboration? Parce que ici, il y a une mission différente. Comme je disais tout à l'heure, il y a une école qui a des missions de former une classe d'entrepreneurs. Vous avez l'OPEC qui a les mêmes missions de faire les fonds de garantie, mais il y a la banque d'investissement qui doit épuiser les projets auprès de l'OPEC. C'est-à-dire que ce sont ces projets initiés par les jeunes, qui ont été analysés par les experts de l'OPEC, qui sont présentés auprès d'une banque étatique, et la banque peut facilement
accompagner ces jeunes avec l'octroi des crédits et un suivi régulier. Parce que sinon, si on mettait seulement en place un fonds de garantie pour les activités des jeunes, la conséquence c'est quoi? Ces jeunes pourront présenter des projets parfois biaisés, des projets de prestige, où l'État décaisse de l'argent, où on trouve que cet argent, quelqu'un on lui a remis 20 000 dollars pour telle activité, il détourne cet argent pour se taper une voiture de luxe, parce qu'il n'a pas en lui un esprit entrepreneurial. Mais si ces gens sont déjà au préalable, ont été dotés d'une capacité ou bien d'une formation en entrepreneuriat, ils ont cette capacité d'imaginer des solutions aux problèmes, vous trouverez que ce sera une meilleure solution au problème de fonds de garantie dont les chefs de l'État venaient de parler. Le meilleur, ce n'est pas de liquider ou de effacer ces structures existantes. Les cadres de collaboration, c'est partie des expériences de ces structures existantes. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Prendre ce qui a marché, écarter et corriger ce qui n'a pas marché. Et même la nouvelle banque d'investissement va s'épuiser de l'expérience de l'OPEC, parce que l'OPEC, il est là, je pense, depuis 1973-75. C'est que c'est une énorme expérience que l'État ne peut pas perdre, où on peut épuiser, voir qu'est-ce qui peut marcher et mieux orienter maintenant la politique du chef. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. Alors, pour atterrir, quel est le mot de la fin que vous adressez à tous ceux qui nous ont suivis? Merci. Le mot de la fin serait que tout le monde puisse soutenir cette initiative du chef de l'État, mais bien comprendre qu'on ne puisse pas tomber aux erreurs du passé, qu'on cherche un chemin qui pourrait encourager la vision du chef pour des générations futures. Pour ne pas couper, j'encourage l'initiative de votre chaîne, l'Excellence TV. Je demande à tout le monde de suivre et de vous soutenir. Je pense que vous êtes un modèle d'entrepreneur congolais. Merci beaucoup, Monsieur Guillain. C'était un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Chers internautes, merci à vous qui êtes fidèles à nous. C'était bien là, Excellence TV, la force de l'imagination créatrice, l'émission Dossier brûlant avec Ecclésiaste Koulanfouka. Grand merci au professeur Rémi Kabata qui nous a reçus dans ces beaux cadres, hôtel Remix Alemba Salongo sur avenue Oudiadia numéro 1. En tout cas, merci beaucoup, c'était agréable cet espace. C'est par là que je vais prendre congé de vous. Au revoir.